See me under the rough probation. The boyfriends on my waiting. Looking for one wish you were raging. I pray that you're outraged. But you can't see the lot of shade. Bad girls wanna throw shade. Take no shade, no shade in the foundation. Shade I'm in. 49 wars to pay for shit. Dangerous. My house party, a base station. Girls wanna chase us a status. Look, playboy, I don't need a party. Captain, I lead the army. Bad ratio, I lead the party. Your ex-wing, this is army. Yo, really, I'm sweet, this is army. Head so quick, now speaking broad. Party, I'm laughing again. I assisted,
Alors, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui s'affiche, on a partagé l'écran et vous avez aussi nos têtes sur le côté. Donc, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est vraiment dans tous les cinq, de pouvoir parler de l'opportunité pour le Cameroun, de développer son tourisme interne. Et vraiment, nécessairement sur le interne, pas le fait que les Camerounais partent à l'extérieur. Et du coup, dans son image, après cette crise que nous sommes en train de traverser. Bon, c'est pas vraiment après, nous sommes encore en plein dedans. Et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du tourisme pour pouvoir justement profiter du fait qu'on ne puisse pas sortir pour que les gens puissent vraiment profiter pleinement des richesses du Cameroun. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est introduire chaque panéliste, que chacun puisse un peu se présenter et nous dire pourquoi il s'est intéressé au tourisme dès le départ. Alors, on commence par Alphée. Allez, dis-nous tout. Et donc, bonjour à tous et à tous ceux qui sont connectés. Donc, je suis Alphée Edwige Adimi, je suis béninoise. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et avec Visiter l'Afrique, donc, qui existe depuis 2014, on est une plateforme collaborative d'expériences d'histoire de voyage en Afrique. Donc, toutes les personnes qui ont visité, qui ont fait un voyage en Afrique peuvent nous raconter leur histoire. Et à côté de cela, on accompagne des acteurs du tourisme, que ce soit des hébergements, des marques, des destinations, sur leur communication digitale à travers des campagnes digitales et du conseil en stratégie. Donc voilà pour visiter l'Afrique pour moi. Alors, merci beaucoup. Alors, pour que tout le monde ait le même temps de parole, là, j'ai compté 25 secondes. Alors, Chouchou, maintenant, c'est à toi de te présenter. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je suis Chouchou Mpako, camerounaise qui vit au Cameroun, qui a grandi au Cameroun et, disons, une amoureuse du Cameroun et une passionnée de l'image de marque du Cameroun. Résultat, depuis, je crois, depuis 2012 minimum, j'essaie de visiter le Cameroun de bout en bout, de la promotion de ses produits et de ses peuples, de ses cultures, de ses sites. Et depuis 3 ans, je me tourne de plus en plus vers le tourisme durable et local. Très bien, merci beaucoup. Alors là, déjà, on a eu dans deux profils qui sont vraiment différents. Une personne qui a une vision déjà plus panafricaine, je crois, qui a fait un peu le tour et qui vit en France. Et là, on a Chouchou qui est à 400% camerounaise et qui adore le pays. Très bien. Alors, suivant. Manuela, dis-nous tout. Yes, hello tout le monde, je suis Manuela Aibé, fondatrice de Dreamer Agency. Alors Dreamer, c'est un site internet qui référencie les bonnes adresses au Cameroun. Notre principale activité, c'est de pallier au manque d'informations qu'il y a en fait en ce qui concerne les adresses, pas centraliser en un seul outil, où sortir, ou boire un verre, ou faire du sport, ou aller faire ses ongles. Donc on fonctionne un peu comme un city guide. Et puis, voilà, tout simplement. D'accord. Donc là, je pense que jusqu'ici, tout le monde a présenté qui il est, mais pas pourquoi il s'est lancé dans ça. Donc, je reviens dessus. Bon, on finit d'abord avec Edouard. Alors, Edouard, présente-toi et ensuite, tu enchaînes sur pourquoi tu t'es lancé dans justement cette promotion par l'image. Bien, bonjour à tous, bonsoir, parce que j'imagine qu'on n'est pas tous sur les mêmes fuseaux. Alors, Edouard Tamba, de manière, disons, quotidienne, je suis occupé par des questions de communication institutionnelle, mais je suis en même temps passionné je parlerai plus passionné de voyage que de tourisme, mais bon, on peut mettre tout ça dans le même paquet. Et dans le cadre du tourisme, ce que je fais de plus, ce qui est plus visible, ce sont les images que je produis avec soit mon téléphone, soit des appareils photo. Et c'est pour ça que vous voyez photographe sous mon nom. Ok, en effet. Donc, je demande alors, pourquoi je t'ai lancé avec justement cette volonté de promouvoir, on va dire, par l'image, le Cameroun? Qu'est-ce qui t'a poussé au départ à le faire? Bon, disons qu'il y a un ensemble de choses. La première, peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte très vite, c'est probablement une influence venant des parents. D'accord. Probablement mon père qui voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles, mais qui de temps en temps racontait quand même ses périples. Ça, c'est une bonne dose d'influence. Et deuxièmement, j'ai pratiqué un métier qui m'a fait bouger assez dans le pays et fait découvrir un certain nombre d'endroits. Il me dit, wow, ce serait bien de ne pas seulement y aller pour des questions de travail parce que je suis un ancien journaliste. J'ai passé 3 ans au quotidien messager.
Voilà. Et puis, troisième raison, alors là, plus, il y a quelque chose qui est lié, je ne sais pas, peut-être un réflexe d'orgueil. C'est que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais affaire à des expats qui connaissaient des endroits dont je n'avais jamais entendu parler. Ça m'a piqué. Ouais, j'imagine, Donc, on peut j'imagine. dire que les trois, on peut dire que les trois réunions ont créé une espèce de cocktail. Ensuite, d'avoir une personne qui est censée être hors du Cameroun et qui te raconte ton pays, ça peut piquer Ah, quand même. ça pique. OK. Donc, on revient alors, Manuela. Pourquoi tu as lancé Dreamer Agency? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors moi, c'est vraiment aussi très personnel, c'est-à-dire que c'est un manque que j'ai reçu quand j'étais à l'extérieur, ma formation professionnelle. Lorsqu'on me posait des questions ou lorsque je voulais vanter mon pays et je voulais montrer qu'il y avait de belles choses au Cameroun, je n'avais pas un contenu, je n'avais pas D'accord. une plateforme en fait qui mettait en avant le Cameroun. Donc, je n'avais pas de quoi me vanter, de quoi montrer que, étant en France, de dire, allez sur tel site ou aller sur comment dire, sur tel média ou sur tel, il n'y avait pas de contenu déjà approprié. Donc, c'est ce manque-là que j'ai reçu. Personnellement, je me suis rendu compte que non seulement il n'y avait pas de plateforme, mais de deux, en fait, que moi-même, je ne maîtrisais pas plus que ça en dehors de Yaoundé. Voilà, c'était très, très limite. Donc, s'il fallait même que je présente en disant oui, mais il y a ci, il y a ça, je n'avais pas cette connaissance du pays. Donc, je dirais c'est là pour moi. Donc, deux personnes qui avaient la rage. OK. Oh, chouchou, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me lance? Je pense que c'est encore une fois cet amour pour le Cameroun que je suis née ici, j'ai grandi ici et j'aime la découverte. Au départ, j'ai commencé à m'intéresser aux produits made in Cameroun, je dis ce qui est fait au Cameroun et je ne suis pas allée bien loin. Je me suis dit, je vais m'intéresser à ce qui m'entoure. Je ne vais pas essayer de traficoter la réalité que je vis chaque jour, la réalité qui m'entoure. Donc, c'est passé du monsieur qui a son pouce-pouce, qui marche là en route avec ses ananas dans le pouce-pouce, à un produit que j'ai trouvé made in Cameroun dans un magasin. Et puis, je suis quittée de la promotion des produits made in Cameroun à découvrir ce qui m'entourait, hormis les produits. Ça veut dire la rue où je vivais, le quartier où je vivais, la ville où je vivais. De fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au fait, OK, si je suis invitée à un mariage dans une autre ville, le premier voyage était d'ailleurs Fumban. Je vais partir, mais pas dans l'optique de seulement aller au mariage, mais de vraiment découvrir. Donc, je me suis lancée parce que je voulais découvrir et ça s'est amplifié parce que je me suis rendu compte que j'ai partagé, les gens ont aimé, ça a été utile pour les gens et on s'est tous mis justement à partager. D'accord. Donc, au départ, c'est de l'amour, ensuite la curiosité, et après, vu que ça a été partagé par d'autres personnes, on s'est dit, allez, autant pousser. Très bien. Alors, Alphée, pourquoi visiter l'Afrique? Qu'est-ce qui t'a emmené à dire, je rejoins l'aventure? Comme les autres, hein, c'est vraiment la passion pour la communication digitale. Également, le fait que j'ai fait des études dans le tourisme, donc les nouvelles D'accord. technologies appliquées au tourisme. Et je pense aussi que quand on sort de son pays, on l'aime encore plus. Donc, depuis que je suis en France, effectivement, j'ai envie de pouvoir retrouver des histoires de mon pays, de mon continent. Et donc, j'ai envie en fait que le digital en fait est un outil en fait qui nous permet de pouvoir raconter ces histoires-là au plus grand nombre. Donc voilà, passion, formation et puis une envie de pouvoir raconter les histoires de notre cher continent au plus grand nombre. Alors, vraiment, merci à tous donc, pour la présentation. Je pense que là, on a déjà le beau décor pour voir qu'effectivement, c'est quatre profils qui sont bien différents, mais tous ont toujours dans cet amour de pouvoir vendre l'image, on va dire, de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier, donc qui nous intéresse. Le fait d'avoir justement Alphée qui a la vision globale permet aussi de voir est-ce qu'il n'y aura pas des bonnes approches ailleurs qu'on pourrait le faire. Et sur son côté digital, vu qu'ils sont vraiment à l'aise du digital, va être sûrement très important. Maintenant, on va passer aux questions que je vais poser aux panélistes. Alors, la première question, alors, souvent, on se dit OK, c'est toujours mieux ailleurs. On pense que c'est toujours mieux ailleurs. Donc, la question qui vient là, donc, naturellement, c'est pourquoi les Camerounais ne font-ils pas de tourisme au Cameroun? Pourquoi on veut toujours partir à Paris? Pourquoi on veut toujours partir même à Abidjan qui est doux? Pourquoi ils ne restent pas au Cameroun? Pourtant, je pense qu'avec dans tous les partages qu'on a pu voir de Chouchou déjà, ou bien des doigts et tous les lieux que Manuela peut vanter, même sur l'Afrique aussi des spots qui présentent dans ce Cameroun, ben, pourquoi ils ne restent pas là, quoi? Dites-nous.
Alors, on va commencer par Edouard. Vas-y, dis-nous pourquoi. Une seconde. OK. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons au fait que les Camerounais, dans leur majorité, ne font pas du tourisme au Cameroun. De mon point de vue, la première raison est d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle, les gens se déplaçaient déjà, mais ce n'était pas pour faire du tourisme. Donc, du coup, les gens qui vivent aujourd'hui dans le même environnement ont cet héritage, ont se déplacé pour des raisons vraiment utilitaires. C'est-à-dire que on va à la chasse, on va à un deuil, on va à un mariage, on va parce qu'il y a une annonce de naissance dans une famille, on va parce que, bon, il faut se soigner, la personne, le médecin traitant, trouve ailleurs. C'était, quand je regarde les pratiques, il y a un bon bout de temps, le voyage était très utilitaire. Et ce qui fait que même dans les, comment je vais dire ça, dans les mémoires, qu'elles soient écrites ou orales, les parties orientées tourisme et émerveillement ne sont pas souvent mises en avant. Donc, un grand-père, moi, mon grand-père, par exemple, qui avait marché jusqu'à, je crois, Mbalmayo, c'est une partie de l'Ouest, il est allé jusqu'à Mbalmayo pour se faire, pour une prothèse dentaire. Je crois que c'était apparemment le seul endroit dans le pays où il était possible de se faire soigner. Et la question, c'est, donc, il partait comme ça pour aller jusqu'à Malmayo. Il est parti d'un village, Bayangam. D'accord. Oui, d'un village qui s'appelle Bayangam, le père de ma mère. Et il a traversé, je pense qu'il avait fait ce voyage à pied, si j'ai bonne mémoire, si on m'a bien raconté, donc, pour aller se faire remplacer les dents. Je crois qu'on lui a enlevé toutes ses dents et on a installé des prothèses. Donc, il avait une prothèse. Moi, quand je l'ai connu, il avait déjà cette prothèse. Donc, d'accord. Il avait cette prothèse. Donc, pour résumer ton point. Mais les parties, ce qui est connu dans ces voyages, ce n'est pas l'émerveillement. Il y avait sûrement des montagnes, des vallées, des cours d'eau, des fleurs, des choses comme ça, des beaux visages qu'il a dû rencontrer. Mais je ne pense pas qu'il en a souvent parlé. Donc, il y a l'aspect héritage culturel et puis il y a l'aspect, comment je vais dire ça, il y a l'aspect développement du tourisme par les autorités locales pour faire en sorte que les gens qui ont les moyens, qui y pensent, puissent bouger. Il faut qu'ils sachent que je peux aller à tel endroit. Ce n'est pas évident de savoir que c'est possible d'aller à tel endroit. OK. Il y a deux aspects, selon moi. Donc, pour résumer, là, dans ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est d'abord un problème culturel dont on n'a pas vraiment appris à bouger autre chose que la nécessité qui est très souvent utilitaire. Bon, c'est bien ça. Okay. Ouais. Donc, si on passe maintenant à Alphée, toi, tu dirais que pourquoi les gens ne restent pas chez eux pour voyager, en fait? Pourtant, le Cameroun, c'est quand même, c'est quoi? C'est 475 000 km², donc plus de 250 ethnies, des reliefs. On dit quand même l'Afrique en miniature, donc il y a forcément des choses à voir et des cultures bien différentes. Alors, pourquoi, à ton avis, les gens ne bougent pas plus que ça dans le pays? Ma réponse va rejoindre un peu celle d'Edouard, dans le sens où je pense que c'est vraiment… il y a plusieurs raisons. Pour moi, la première, c'est quand même le manque d'éducation, c'est-à-dire qu'on n'a pas été éduqué au voyage. On n'a pas appris à voyager, on n'a pas appris que le voyage est certes un loisir, mais un loisir qui a des bienfaits, un loisir qui reste nécessaire. Et je pense qu'on est vraiment, on se dit que le voyage, ben ça, voilà, c'est un loisir, c'est pas important, et en plus, ça coûte cher. Donc, forcément, c'est plusieurs raisons comme ça qui font que finalement, on se dit à quoi bon voyager? Et surtout, je pense que si on nous apprend en fait à voyager, quand on apprend quelque chose, on apprend en fait ses objectifs, on apprend quels sont les différents moyens pour y parvenir. Et ça permet en fait à ce que voyager, ça s'apprend, et bien voyager, ça s'apprend aussi. Donc, moi, je prends mon exemple. Je sais que pendant les vacances, les grandes vacances, on te dit, bah, allez, tu vas chez ton oncle. Moi, je viens de Grand Bassam, donc une petite ville de la Côte d'Ivoire qui est la première, quand je dis petite, mais première capitale de la Côte d'Ivoire. Et je me rappelle que voilà, pendant les vacances, on me disait, tu vas chez ton oncle à Abidjan. Alors, je pense que l'accent est mis sur chez ton oncle. Tu vas juste pour aider, tu changes simplement de maison.
mais tu ne fais pas attention spécialement attention spécialement au paysage et à tout ce que la ville dans laquelle tu t'en vas peut t'offrir en fait en termes de découverte. Donc il y a ça. Je pense aussi il y a aussi peut-être un manque de confiance en nos infrastructures, qu'elles soient hôtelières, qu'elles soient, voilà, on a vraiment un manque de confiance en se disant forcément tout ce qui est ailleurs en fait est plus beau, puisque chez nous-mêmes on ne prend pas le temps de découvrir en fait. Et peut-être qu'un dernier point serait l'identité, puisque tu parlais tout à l'heure de Paris. Pourquoi on pense que Paris est peut-être une destination plus sympa? Simplement parce que Paris elle a une identité, c'est-à-dire certains pays ont construit une identité en fait. On sait qu'on va à Paris parce que c'est une destination romantique. On va à Venise parce que c'est pareil, c'est du romantisme. Donc forcément, quand une destination construit toute une identité autour de ses valeurs et du pourquoi on va visiter ce pays-là, forcément, on accueille plus de voyageurs. Ok, Voilà pour moi. très bien. Donc, 3 points, si je résume. Manque d'éducation sur le voyage. On parle juste parce que, en général, les parents veulent se débarrasser de nous petits. Deuxième point, c'est le deuxième point, c'est vraiment qu'on n'a pas confiance en nos infrastructures. Bon, j'avoue quand même qu'au Cameroun, quand on parle d'infrastructures, on baisse un peu la tête. Et enfin, le dernier, c'est qu'il n'y a pas d'identité claire. Le Cameroun, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de cultures. Finalement, on va au Cameroun pourquoi? On ne sait pas trop. Pourquoi on reste au Cameroun tout fait X chaud? Ça, on ne sait pas. Très bien. Alors, Manuela, c'est à toi. Dis-nous, pourquoi les Camerounais ne font-ils pas le tourisme au Cameroun? Alors, selon moi, je pense que c'est surtout c'est lié au problème de manque de connaissance du pays, tout simplement. On ne connaît pas le Cameroun. Donc, pourquoi j'aurais envie de visiter quelque chose que je ne maîtrise pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas la mesure de l'ampleur, du potentiel des sites touristiques, on ne connaît pas du tout et on ne nous apprend pas ça. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend même pas à chercher. Dans le système éducatif, que ce soit en histoire ou en géo, c'est très, très limite en ce qui concerne la promotion, en tout cas du pays. Comme j'ai dit, en tout cas pour ma part, c'est vraiment bien après que je me suis rendu compte à quel point on avait des sites touristiques tellement merveilleux, à quel point le climat jouait dans différentes régions et pourquoi, sans parler de nos mers, enfin, on n'en parle pas, c'est des richesses et je pense que toutes ces différentes richesses ne sont pas assez mises en avant. On n'en fait pas, comme disait elle fait des patrimoines, on n'en fait pas, voilà, une identité, on se dit, on ne met pas ça assez en avant. Donc pour moi, je dirais, le système éducatif ne joue pas son rôle parce que si à 20 ans, on veut que quelqu'un voyage, il faut que très tôt, on l'ait habitué à découvrir, on l'ait habitué à aimer son pays, on l'ait habitué à, voilà. Mais si on ne le fait pas très tôt et qu'en plus dans notre système éducatif, on ne connaît pas, à part à Yaoundé ou à Douala, les gens n'ont pas la maîtrise. Donc, ils ne vont pas se dire que, bon, je peux aller au nord, je veux aller visiter ceci, je peux aller à l'ouest, à la Fondation Gacha, en dehors, en plus des événements. Il y a tellement de choses qui se font, mais pour moi, ce n'est pas assez mis en avant, à la fois dans le système éducatif d'une, mais ensuite, mais surtout par nos gouvernements, parce que quoi qu'on dise, on a quand même un ministère du tourisme et cette promotion-là devait être relayée directement par ces différents ministères pour moi. Donc pour moi, il y a ça. Les offices de tourisme qui sont là pourraient faire mieux parce qu'ils ont la connaissance vraiment approfondie. Et comme tout à l'heure, Edouard le disait, je me suis approchée de 2-3 institutions et c'était assez frustrant de voir qu'ils orientaient leur communication directement vers l'international, alors qu'en local, on a aussi besoin de découvrir en permanence notre pays. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est un manque vraiment, on va dire, on n'a pas reçu l'information pour savoir qu'est-ce qu'il y a au Cameroun, qu'est-ce qu'on pourrait voir. C'est Exactement. vraiment ça. OK. Et ça, c'est effectivement le travail des institutions qui n'est pas vraiment fait, mais qui n'est pas fait du tout. On espère qu'ils vont se réveiller. Bon, alors, on finit. Dernière personne pour la question. Chouchou, dis-nous tout. Pourquoi les Camerounais ne bougent pas dans le Cameroun? Pourquoi on ne voyage pas? Je vais rejoindre tous les 3 points. C'est un problème d'éducation. Et ça commence dès la base. Quand on allait souvent en grandes vacances, on sait juste qu'on va en grandes vacances chez la grand-mère. Et les vacances chez la grand-mère sont reliées aux travaux champêtres. Quand tu es fatigué, va te réveiller le matin, va au champ.
Ça me rappelle Il y a des ce films. petit traumatisme qui est resté. On va en vacances pour travailler, on va en vacances pour apprendre à travailler. On n'est pas allé en vacances pour apprendre à découvrir le village. Voilà une chose qui est restée. Moi, je me rappelle quand j'allais au village de ma marraine, c'est parce que je savais que j'allais me lever tous les matins, aller au champ, etc. On n'a pas eu cette culture de pourquoi est-ce qu'on voyage. Quand on regarde les manuels scolaires, on se rappelle du livre d'histoire de Cameroun, je ne sais pas trop c'était quelle classe, il y avait Rumsiki et Kapsiki sur la couverture. On a tous regardé cette image. Je ne sais pas si on nous a dit pourquoi on doit aller là-bas, comment on doit aller là-bas, et surtout comment font les peuples là-bas pour vivre dans cet environnement aride, mais qui pourtant, ce sont des gens qui survivent. Et c'est des expatriés qui vont là-bas tout le temps. Au problème de l'éducation, il y a ce problème de la découverte, de la recherche. Si on n'a pas inculqué aux enfants dès la base pourquoi il faut voyager, pourquoi le voyage est utile, on ne voyagera jamais. Donc, le tout résumé, pour moi, c'est l'éducation. Il faut qu'on ait une éducation à la découverte, au tourisme. Si aujourd'hui, on arrive à se rendre compte de pourquoi on doit voyager, ce que ça apporte surtout dans la vie des gens, eh bien, les enfants auront envie de voyager. Et si on fait voyager les enfants pendant les grandes vacances en leur disant, OK, on va ici, mais ici, elle est telle culture. Le festival où on va cette année, ça existe parce que les chefs avaient fait ceci. Et ça va se répéter tous les 4 ans parce que les enfants vont arrêter d'aller à ce festival parce qu'à la fin de la réception, il y a la viande. Donc, pourquoi on se dise la vérité? Parce qu'à la fin, on sait qu'on va beaucoup manger, on va bien manger, on sera avec tous les cousins. Mais est-ce qu'on a retenu ce que c'est que le festival? Non. Pourtant, il y a des gens qui sont venus de l'étranger, qui ont payé de l'argent pour avoir ce festival. Et cet argent va faire tourner l'économie locale. Donc, si à la base, on nous apprend une éducation du voyage et de la découverte, on aura envie de voyager chez nous. Si on arrive à décortiquer aux enfants les 10 régions en disant, cette région apporte ceci. Si tu vas dans ce, comment on appelle ça, dans cette partie du Cameroun, tu vas découvrir ceci, cela, et bien tu auras envie. Et la troisième partie, évidemment, c'est que écoutez, les autorités locales, elles sont là, exercice, du coup, elles doivent booster justement cette recherche du voyage. Combien d'enfants aujourd'hui visitent les musées? On a plein d'écoles. Certains visitent, mais donnez-moi le pourcentage des enfants qui visitent les musées, le pourcentage d'enfants qui font des voyages touristiques à la découverte du Cameroun. On en a, mais on n'en a pas beaucoup. Et ça, c'est le rôle justement des autorités de faire cette promotion et de booster les enfants à aimer le voyage. Ils vont grandir avec si on le fait. Merci beaucoup. Alors, dans cette question, je pense que dans ce qu'on retient, les gens ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas appris à voyager. Ils n'ont pas appris à aimer leur pays du point de la découverte des richesses qu'il peut renfermer. Effectivement, je pense que c'est clairement le point central. Donc, du coup, je pense que les questions suivantes vont devoir servir à répondre à, d'accord, il ne voyage pas, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il le fasse? La question suivante. Là, on a dit pourquoi il ne part pas au Cameroun. En même temps, on dit pourquoi il part ailleurs alors. Je pense qu'on a eu à peu près des réponses avec vos différentes réponses à la question précédente. Donc, je pense que ce serait bien de pouvoir voir la suite. Je vois qu'il y a des personnes qui nous envoient des messages là, donc c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup de messages. Donc, je vais lire rapidement dans quelques interventions pour qu'on ait à peu près l'avis des personnes qui nous écoutent. Alors, on a Thibaut qui dit que le tourisme est impacté par la crise actuelle. Aujourd'hui, les seuls business qui marchent malgré la crise restent les téléconférences. Merci Zoom, les produits à usage corporel, les drones, les consultations médicales à distance, les plateformes. OK, l'équipement de sport. Bonjour aux autres participants, les amplis, les produits d'usage. OK, en gros, tout ce qui est autour des téléconférences et du fait de pouvoir justement communiquer à distance fonctionne. OK. Une autre personne qui nous dit « Bonsoir, chers tous. Juste un complément à ce que les panélistes disent. Au Cameroun, il y a un problème de promotion de notre territoire. » D'accord, je pense qu'on va y arriver aussi dans les questions qui vont suivre. Très bien. Alors, la suite. Alors, je pose la question. Cette fois, on reprend à l'inverse. Donc, chouchou maintenant. Pourquoi les Camerounais partent alors ailleurs? J'imagine que s'ils sont pas au Cameroun, ils partent forcément ailleurs. Ailleurs, là, c'est pourquoi alors? Bon, pourquoi les Camerounais vont ailleurs? On dit souvent que ce que l'œil a vu, l'œil veut. Ce que l'œil n'a pas vu, l'œil ne veut pas. Ce dont on n'est pas habitué, on ne va pas chercher. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive à un certain stade et dit « Moi, je vais aller visiter la Tour Eiffel », c'est parce qu'on lui a montré la Tour Eiffel. Tout le temps, on lui a montré la Tour Eiffel à la télé. La France a cette identité culturelle. Quand on dit la France, romantisme et Tour Eiffel. Quand on va dire Venise, on va dire le truc bizarre, là, le lac bizarre, là, un truc du genre. Quand on va dire telle zone, on va identifier. Le Camerounais, les gens ne voyagent pas à l'intérieur et vont à l'extérieur parce qu'on leur a montré que voilà
les points forts de ces villes. On a martelé ça depuis très longtemps. Du coup, si vous voulez que les gens voyagent ici, il faut faire la même chose ici. Les gens vont vers la promotion qui a été faite, l'attirance qui a été faite et surtout la facilité d'avoir accès à ces services de voyage. Si aujourd'hui quelqu'un veut aller visiter la Tour Eiffel, c'est un canevas bien défini. Peur de la route, toutefois, c'est un canevas bien défini. Il sait où il va devoir aller pour arriver à la Tour Eiffel. Donc, les gens voyagent uniquement vers les régions où il y a une promotion poussée, où il y a eu du positivisme qui s'est installé et ils y vont. D'accord, d'accord. En gros, il faut faire plus de promotion, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait des plateformes qui nous montrent le pays, qu'on puisse avoir justement cette dynamique qu'il faut autour. Il faut faire du marketing touristique et il faut faciliter justement ce marketing touristique. Les gens doivent avoir accès à cette information. On a un problème d'information. On doit faire trop de recherches pour aller faire un voyage. Surtout les gens qui veulent pour le clé en main. Encore que nous, on est contents. On aime découper le voyage. Mais les gens qui veulent du clé en main ne veulent pas ce stress-là. Donc, il faut faire ce marketing touristique et il faut faciliter l'accès justement à ces données, à ces informations. Ouais, c'est bon. Justement, là, j'ai des personnes qui nous disent qu'effectivement, au-delà de faire le marketing, il faut rendre la destination un peu cool. Parce que clairement, quelques personnes sont du Cameroun, on dit que les benguistes, mais s'ils vont au nord, qui, franchement, j'ai fait le voyage, ce n'est pas des plus reposants, c'est un vrai challenge, ben, on s'en fout. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre aussi les destinations cool. Effectivement, je pense que le marketing va aider à ça. Et par l'image, OK. Donc, quand on parle d'image, je parle donc tout de suite à Edouard. Edouard, pourquoi on va ailleurs? Pourquoi on va ailleurs? Voilà. Tout à l'heure, on a eu le côté marketing. Et toi, qu'est-ce que tu apportes en termes d'image? Le point qui rejoint le côté marketing, c'est que on va ailleurs parce que c'est plus sexy. C'est plus sexy, plus cool de dire aux gens, bah, j'étais à tel endroit, j'étais à tel autre. Pourquoi c'est plus cool, c'est plus sexy? Parce que ça a été construit. Ces pays et leurs destinations sont des marques. Et il est donc naturel que quelqu'un qui vit dans un petit village du Cameroun ait une relation, je ne sais pas comment je vais dire, peut-être affective avec la Tour Eiffel ou, je ne sais pas, le Grand Canyon, ou je ne sais pas quelle autre Venise. C'est normal parce que ça a été construit, entretenu. Enfin, je ne devrais même pas utiliser le participe passé, c'est-à-dire que c'est construit. C'est dit que c'est un mouvement permanent, dynamique, entretenu, et qui fait en sorte qu'il y a du contenu. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, ces destinations viennent vers vous. Vous avez envie de prendre l'avion pour aller dans tel village de l'Europe ou, je ne sais pas, de l'Asie. Avant, c'était beaucoup plus d'être l'Europe, les États-Unis, mais on se rend compte que d'autres pays ont suivi. Et du coup, on a envie de partir du Cameroun pour aller à Dubaï, pour aller en Thaïlande, pour aller faire du tourisme. Donc, ça veut dire que les autres ont compris qu'il faut construire la marque. La destination est une marque. D'accord. C'est naturel qu'on mette son argent où on a confiance que ça va, enfin, qu'on sera satisfait. Parce qu'on voit la satisfaction dans les publicités. On voit les gens sourire. On se dit, wow, si je vais là-bas, je serai aussi heureux. Voilà, c'est tout. C'est un processus classique de mon point de vue. Avec le côté cool et justement et montrer les côtés positifs. De jolies photos, c'est ce genre de choses. OK. Alors, j'imagine, si on parle de promotion et vu que nous sommes à l'ère digitale, donc je me tourne directement vers Alphée. Donc, Alphée, on a parlé de marketing du tourisme, on a parlé de la promotion par l'image. Avec le digital, comment on peut le faire? Est-ce que c'est parce que justement, dans toutes ces destinations-là, font on va dire le tapage nécessaire pour que lorsque Camerounais veulent voyager, ils partent seulement ailleurs? C'est tout à fait ça. Hein, et je rejoins vraiment tout ce que Chouchou et Edouard ont dit. L'œil est attiré par ce qui est beau, donc on va ailleurs parce qu'on considère que c'est plus beau. On voit de belles images et aussi parce que c'est facile. Et la facilité, elle concerne déjà la facilité des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux aller à Paris, tu tapes Office de tourisme Paris, tu vas tomber sur le site. Et le site, il est beau, il est propre. Tu comprends tout de suite où est-ce que tu veux aller. Donc, si on prend un exemple qu'on tape, je ne sais pas moi, voyage au Cameroun, on a du mal à trouver déjà le site Internet de la propre ville, de l'Office de tourisme. On va tomber forcément sur des sites comme le Guide du Routard, avec des termes qui sont pas forcément, qui sont très journalistiques et qui ne s'adressent pas
en fait, qui ne s'adressent pas aux locaux. Donc, tu te dis, ben, forcément, ton propre pays, c'est mieux que les autres viennent le visiter, en fait, que toi-même. Et forcément, si tu n'as pas appris à considérer ce qui est autour de toi comme étant un patrimoine, ben, tu vas ailleurs pour voir le patrimoine des autres, tout simplement. J'aime ça, le problème d'accès à l'information. Effectivement, si on ne sait pas où trouver les informations, ça rend le voyage difficile. C'est vrai que je pense que lorsque j'ai vu dans tous les voyages de Chouchou, là, je me dis, mais comment elle a fait pour arriver là-bas? J'avoue que lorsque je vois un peu le périple, c'est pas très encourageant. D'accord. Mais ça, c'est un autre point. Donc, on finit avec Manuela. Dis-nous, lorsqu'on a un potentiel comme Dreamer, parce que je pense que lorsqu'on parle de partir ailleurs, on voit tout ce que les villes proposent. À Paris, tu as 12 000 restaurants étoilés et compagnie, des visites, des musées, tout ça à voir donc pour découvrir, tu as même des tours en bus. Est-ce que c'est aussi pour ça que les gens partent ailleurs? Ben, clairement, hein, clairement, comme Chouchou l'a dit, à la base, c'est un manque d'information, mais c'est aussi une opportunité pour nous. Et donc, du coup, je pense que les gens partent ailleurs tout simplement parce qu'ils voient et qu'en fait, c'est les institutions qui ont choisi de mettre en avant certains aspects. Et je pense que justement, on a les cartes en main actuellement parce qu'on a le digital qui vient justement faciliter cette manière de raconter à nouveau nos histoires. Le manque de contenu en local, en tout cas, joue aussi un rôle parce que quand tu allumes la télé, ou alors quand tu regardes plutôt la télé à l'extérieur, sur TF1 ou sur M6, on va montrer une Afrique il y a pas, je ne sais même pas quelle année, on nous montre uniquement quand c'est mauvais, quelle est la guerre. C'est très, très rare, à défaut d'avoir des trucs, des nouvelles émissions comme Réussite, justement. Mais sinon, le nombre de contenus locaux ou locaux, je dirais, qui encourage, qui valorise, etc., joue aussi je pense qu'il y a un impact. Il y a un impact. Donc, on n'a pas envie parce qu'on ne voit pas, tout simplement. Donc, avec le digital, je pense quand même que Chouchou pourra affirmer que ce soit avec ses posts ou moi en tout cas avec Dreamer, j'ai senti cette différence. Ces posts qu'on fait sur Instagram, sur Facebook, ça n'a l'air de rien, mais les gens y vont quand même. Ils demandent. Le plus fastidieux par ailleurs, c'est vrai que c'est comment y aller. Il n'y a pas encore des... Mais au moins ils s'intéressent. Donc on voit qu'il y a de l'intérêt en fait. Donc maintenant, il faut juste organiser tout ça. Je pense que voilà. En gros, il faut vraiment penser entièrement à l'industrie du point Ouais, de formation, du point de la distribution du contenu et aussi comment et les déplacements. c'est ça. Je C'est pense que ça ça. amène directement à la question suivante. Pourquoi on ne mise pas sur le marché local? Je prends un exemple. Est-ce que nos hôtels font même la pub pour dire aux gars, les gars, venez, on a un super spa pour pouvoir, on a prévu de faire un dîner spécial. Bon, il y a Hilton qui fait souvent des repas à thème, mais bon, le prix, ça chasse beaucoup de personnes. Déjà, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, mais pourquoi on ne mise pas vraiment sur le marché local? Parce qu'effectivement, je crois que dont vous parliez de l'office du tourisme qui, entre guillemets, s'en fout. C'est plus le guide du retard ou bien le futé, j'en sais rien, qui parle du Cameroun lorsqu'on fait une recherche. Alors, je demande d'abord à Edouard, pourquoi on ne mise pas sur le marché local? On aura du mal à investir sur le marché, miser sur le marché local parce que, en général, ce sont des investissements. Donc, les gens prennent de leur argent et se disent, OK, voici un secteur qui peut peut-être me rapporter de l'argent et il faut que j'y mette un peu d'argent pour gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Probablement pas avec des gens qui, c'est pas une insulte, mais qui n'ont pas votre premier réflexe de dire, OK, je vais aller passer le week-end dans un hôtel ou ailleurs, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas dans leur culture, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'il faut le dire. Si vous faites une enquête dans les hôtels, les lieux d'hébergement, vous remarquerez que le gros de la clientèle, ce sont les entreprises, parce qu'il y a des gens qui sont en mission et c'est les mêmes entreprises qui organisent les dîners, donc qui occupent le restaurant et tout ça. Et il doit y avoir, de mon point de vue, de mon observation, une petite quantité restante qui est monsieur tout le monde. Et ça, c'est difficile de miser sur un tel marché. Manuela est probablement mieux placée que moi pour en parler, mais sûrement qu'elle connaît mieux avec le boulot qu'elle fait actuellement, le mindset, l'état d'esprit de ceux qui offrent au moins l'hébergement d'abord. Maintenant, à côté de l'hébergement, il y a les sites.
Sites touristiques. ces sites ne sont pas mis, oui, les sites touristiques, ces sites ne sont pas mis en valeur. Si vous voyez ce que vous allez dépenser comme énergie pour arriver sur un site, je prends un exemple. Un endroit dont beaucoup de gens rêvent, Manoka, tu dis à quelqu'un, j'étais à Manoka, il dit, waouh, c'est bien, j'aimerais y aller. Dès qu'il comprend, dès que vous lui expliquez comment il peut y aller, ah là là, il y a de fortes chances qu'il renonce. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de choses qui ont été mises en place pour permettre aux investisseurs de venir miser. Parce que les investisseurs doivent, de mon point de vue, trouver en place un cadre et des structures leur permettant de faire un ensemble de choses. S'il n'y a pas ces cadres, c'est difficile. Et à côté de ça, les gens qui investissent veulent gagner de l'argent. Bon, ils vont miser sur la clientèle, une clientèle que j'ai toujours du mal à considérer comme étant des touristes. C'est des voyageurs d'affaires. D'accord. Donc, si je comprends bien là, il y a des sites touristiques qui, ne sont pas aménagés parce que Ouais. en amont, il n'y a pas l'infrastructure pour pouvoir amener du monde là-bas dont les investisseurs ne se lancent pas. Donc, processus et infrastructure. OK, très bien. Donc, Manuela, Donc, du coup, ça devient un risque trop grand à prendre Mhm. pour les investisseurs. Ouais, c'est sûr. Manuela, donc toi qui as bossé avec dans quelques hôtels, là, justement, et des biens, c'est quoi l'ambiance générale, en fait? Est-ce qu'ils commencent à miser un peu plus sur le marché local ou bien c'est toujours comme avant où on ne veut même pas savoir s'il y a des gens qui existent au Cameroun? Je pense que quand ils s'installent, c'est-à-dire quand un nouvel hôtel ouvre, ils restent sur des a priori, malheureusement, à l'ouverture. Ils sont un peu braqués en se disant que le marché local, la cible est moindre, les délais de paiement, on va me dire que je te paye dans 30 jours, parce que comme on disait, c'est souvent des personnes qui sont en mission, et qui dit mission, dit ordre de paiement, etc. Et on sait ce que ça, voilà. Et du coup, ils se basent généralement sur d'anciennes... sur les historiques d'hôtels qui ont peut-être fait faillite ou qui ont eu des problèmes de paiement parce que, comme on le dit, on connaît même notre structure, ça monte très, très vite ces problèmes de trésorerie-là. Donc, par crainte, par voilà, des a priori, ils restent braqués et orientent leur communication directement à l'international avec des sites et des agences basées à l'extérieur. Pour moi, ce que je sais, c'est des a priori, mais je nuance quand même parce que la donne, je sens quand même la tendance changer depuis 1 an et demi, 2 ans, avec l'apparition de pas mal de maisons d'hôtes. Les hôtels en local se sont quand même adaptés et essayent de proposer des offres court terme pour des saisons particulières comme la Saint-Valentin ou la fête des mères pour faire un peu de promotion. Donc, je pense que nous, notre génération, quand même, je sens en tout cas, je sens ce changement, je dirais pas à 100%, mais il y a quand même, allez, 5-10% de changement, je dirais ça comme ça. D'accord. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Parce qu'il y a une nouvelle génération, je pense justement, on va dire les millénials, ceux dans la trentaine à peu près, qui commencent à vouloir consommer à peu près, heureusement, ce lifestyle autour des hôtels. Je pense que je l'ai vu aussi pas mal quand même, entre les afterworks s'organisent dans les hôtels. J'ai vu par exemple lors de la CAN, je crois, ou la Coupe du Monde, il y avait donc plein de matchs organisés avec des vues dans les hôtels. Donc c'était vraiment intéressant. Mais est-ce que ça couvre les nuitées? Ça, je ne sais pas. Peut-être que juste le fait d'utiliser le restaurant et le bar, ça aide déjà à avoir une certaine clientèle. Alors, on parle d'hébergement en général. Je pense que c'est ça le gros point pour que le marché local ne se développe pas. Parce que si effectivement les sites ne sont pas aménagés et qu'il n'y a pas l'infrastructure, donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour consommer. Donc, Chouchou, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, pour la partie hôtel, évidemment, c'est beaucoup plus. Manuela a fait autre parce que je ne suis pas très centrée sur l'hébergement via les hôtels de luxe et tout ça. Mais écoutez, on va axer notre investissement vers où l'argent entre. Ce sont les touristes internationaux qui rapportent de l'argent aux hôtels. Ben, écoutez, on va construire des hôtels. Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont poussé l'hôtel Adamawa, l'hôtel Zingana, quand on a annoncé par exemple la CAN? On a misé sur les touristes internationaux, les hôtels sont nés, c'est un investissement. Et on savait qu'on allait peut-être rentabiliser justement parce qu'il y allait avoir tel ou tel événement. Mais si on continue de penser le tourisme en ne changeant pas le mindset, on continue de construire le même type d'hôtel, ça va offrir quoi? Hôtel, boîte de nuit, restaurant et puis on rentre.
Pourquoi vous voulez, enfin, les locaux, ils n'ont pas le pouvoir d'achat tous de faire ce genre de tourisme. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à penser l'hébergement, comment attirer les touristes locaux? Si on pense à l'hébergement touristique local, on va pouvoir s'en sortir. Ça veut dire quoi? Le Camerounais, par exemple, quand tu vas lui dire, je veux dire, allons par exemple au nord, il va dire, mais non. Mais si on fait par exemple un véritable site écotouristique au nord avec tout le détail de comment aller, d'ailleurs on détaille là, on dit, OK, le train qui y va, c'est le train couchette de telle heure, on vous prend tout ce qu'il y a comme, comment on appelle ça, réservation et tout. Arrivé, il y a le bus qui vous transporte à votre site écotouristique. Et voilà le programme que vous allez avoir. La pêche, la connaissance du chef du village, la connaissance de l'histoire et tout ça. Ce genre d'hébergement peut être ce qui peut sauver l'industrie touristique au Cameroun. On est tout le temps en train de penser le tourisme au niveau occidental, comment attirer les Occidentaux, parce que c'est eux qui nous donnent de l'argent. À un moment, si on revient à la première question de ce webinaire, on se rendra compte que si on éduque les Camerounais à la base pour le tourisme, eh bien, ils vont grandir en ayant le goût de la recherche du tourisme interne. On va se forger une identité de tourisme interne qui serait évidemment valorisée à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va construire enfin des activités, des attractions et des hébergements touristiques qui correspondent à ce que les Camerounais voudront aujourd'hui découvrir. Donc, il est important pour moi, sans avoir de problème avec les hébergements, hôtels et tout ça, qui sont très... Mais vraiment, quand il faut aller en mission, c'est ça qu'on utilise. Mais moi, j'ai été beaucoup plus attirée par les hébergements dans les contrées, parce que quand un hébergement en contrée est bien structuré, bien détaillé, il faut voir, demander les chiffres. Vous allez voir comment les gens vont là-bas. Vous allez voir, vous allez demander une réservation. Vous ne pourrez pas aller parce que les gens ont découvert ce site. L'arrivée est détaillée. Ils veulent tous y aller, ils veulent cette expérience différente. Donc, premièrement, pouvoir d'achat limité au niveau des hôtels. En plus, l'expérience, c'est quoi? C'est toujours hôtel, boîte de nuit, restaurant et on rentre. Après 4-5 ans de ça, on est un peu fatigué aussi. Mais pourtant, si on développe un hébergement, on repense l'hébergement et on va sous cet autre type d'hébergement, vous allez voir détailler du départ à l'arrivée et mettez des activités qui font la promotion culturelle sur place. Vous allez me donner les chiffres dans 10 ans, tout simplement. D'accord, je pense que je peux juste compléter ce que Chouchou dit, juste deux petites secondes. Oui, Manuela. Je suis totalement d'accord avec ce manque de... C'est-à-dire que quand on va à un endroit, il n'y a rien qui se passe. L'endroit est beau, c'est magnifique, c'est waouh, etc. Mais quand tu arrives après, c'est vide. Donc, il y a ce manque, c'est-à-dire que il y a des, tu vas arriver quelque part. Ce que j'ai suggéré à un ou deux, mais après, bon, j'ai eu mal à la tête. Ce que j'ai suggéré à un ou deux gérants de ce genre de lieu, c'est j'arrive, je fais le voyage, je ne veux pas juste venir m'asseoir, j'ai envie de découvrir quel est le plat local, quelle est la... Je sais pas, et ils ne font pas vivre ça en fait. Donc, quand tu arrives dans la région, il y a toutes ces activités-là qui pourraient être mises en place et qui ne coûtent rien, en fait, absolument, au contraire même, parce que ça peut donner du travail à des personnes localement, etc. Mais c'est, je sais pas si je veux dire la flemme, ils n'ont pas envie ou ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important à la fois pour eux, propriétaires de lieux, mais qu'en plus de ça, ben, ça fait vivre la région et ça peut créer des emplois tout simplement. Donc, j'ai proposé ça à un ou deux. Tu fais 2-3 heures, tu arrives, tu dors. Mais ce n'est pas possible. Raconte-moi l'histoire de la région. Allons voir, je ne sais pas, vraiment en 2 jours, si tu pars le vendredi et que tu as le vendredi après-midi, le samedi, et que tu dois partir le dimanche, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, très peu proposent des choses. Une fois que tu arrives, il ne se passe rien. Donc, l'expérience n'est pas, voilà, il ne se passe rien et ça ne coûte rien. Donc, moi, je pense aussi que vraiment, si on devait proposer ou suggérer, moi, personnellement, je suggérerais ça, vraiment, pour la promotion du marché local. Il faut que nos gestionnaires d'enseignes, tout ça, proposent des activités valorisant leur région, etc. D'accord. Donc là, dans toutes les deux, vous avez anticipé un peu sur la question suivante, mais ce n'est pas grave. On va quand même finir avec Alphée. Alors, pourquoi on ne mise pas sur le marché local? J'imagine que toi qui as pu voir plusieurs pays, ce n'est pas exactement la même chose partout. Le Rwanda, je pense que là, ils ont recommencé vraiment à faire le travail qu'il faut. Le Kenya ont fait le boulot qu'il faut. L'Éthiopie fait le boulot qu'il faut. Le Botswana ont fait le boulot qu'il faut. L'Afrique du Sud, qui est sur le continent africain, mais qui a tout pour le père africain. Donc, le Cameroun, là, toi qui as un peu la vision globale,
pourquoi les gens ne misent pas vraiment sur ce marché local? En général, pourquoi les gens ne misent pas sur le marché local? Mais je pense que clairement parce que les locaux n'ont pas un pouvoir d'achat élevé en fait. Donc, que ce soit les hôtels ou que ce soit les sites touristiques, on mise sur l'international parce qu'effectivement, les touristes vont consommer plus. Donc, s'ils consomment plus, bah, du coup, c'est plus intéressant. Alors que, effectivement, ça pose du coup la question, comme Chouchou l'a dit, de quel type d'expérience on peut proposer aux locaux pour qu'ils puissent consommer. C'est-à-dire que forcément, je veux dire que personne ne dort à l'hôtel dans sa propre ville. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt personne ne va à l'hôtel pour dormir, pour dire je vais passer une nuit. Mais si on propose des expériences, puisque les locaux vont consommer différemment, ça fera que mieux vaut avoir 10 personnes qui sont sur place, qui vont venir payer un cocktail à 2000 francs CFA, mais de façon régulière, que de se focaliser sur un gros client qui, lui, va payer 100 000, mais qui vient de façon occasionnelle. Et aujourd'hui, on le voit bien, les frontières sont fermées. Donc, ces fameux touristes internationaux ne viennent plus. Et c'est maintenant qu'on va aller chercher les gens qui sont sur place en disant venez dormir. Ben, ils n'ont pas envie de dormir sur place, ils ont envie d'activités et d'expériences pour pouvoir consommer mieux. Donc, Bien d'accord. Effectivement, bon, la réponse, enfin, le point qui ressort dans cette question de pourquoi on ne mise pas sur le marché local, bon, je retiens les infrastructures qui ne poussent pas forcément à investir, le mindset autour de la promotion on va dire des lieux qui n'est pas tourné vraiment dans le local, c'est plus une question de comment je gagne de l'argent, du cash frais, donc mise sur les internationaux. Donc, et là, on passe à la dernière question qui, je pense, va nous réconcilier. Que peut-on faire pour rendre la destination plus attractive? Je pense que, par exemple, dans tous les échanges qu'on a déjà eu, il y a eu plusieurs réponses. Mais maintenant, on va essayer d'être vraiment très précis sur que peut-on faire. Alors, je commence par Édouard. Que peut-on faire pour rendre le Camay plus attractif en termes de destination touristique? La première des choses qu'il faut faire, il faut déjà qu'on ait, je préfère le dire directement, qu'on ait un gouvernement qui comprend que c'est une source de revenus et que c'est important et qu'il faut y investir. Qu'il faut mettre en place un ensemble de processus, qu'il faut mettre en place un cadre qui va faciliter. On ne demande pas au gouvernement d'y investir tous ces milliards, mais on demande au gouvernement de créer un cadre qui va faciliter la possibilité pour les investisseurs d'investir et la possibilité pour les personnes de se déplacer parce que qui dit tourisme dit déplacement. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir toute l'envie que vous voulez d'aller à Garoua, d'aller au Lagon Bleu. Vous pensez, OK, je vais prendre le train jusqu'à Ngaoundéré, mais quand vous pensez à ce que c'est que la route entre Ngaoundéré et Garoua, c'est suffisant pour vous dire, OK, bon, on verra une autre fois. Donc, il faut mettre en place un cadre qui va faciliter. Ça, c'est peut-être question de logistique, d'infrastructure. À côté de ça, je pense que il est du ressort aussi, ça s'appelle le gouvernement, mais ça peut venir des privés, mais il y aura toujours, qu'on le veut ou non, du top-down. Je vois un truc simple, c'est soit les ministères de la Culture, soit les mairies qui deviennent de plus en plus autonomes, s'associer aux spécialistes de la production de contenu. C'est-à-dire que ça peut être des photographes, mais ça peut être des cinéastes, ça peut être créer le contenu. Il y a des endroits, les gens vont dans des festivals et en profitent pour faire du tourisme. Et vous imaginez que la mairie de Douala s'associe à Douala, aux galeries MAM, et dit, OK, nous voulons que les artistes viennent nous faire des propositions. Vous aurez des peintres, vous aurez des photographes, vous aurez des cinéastes, vous aurez toutes sortes de producteurs de contenu qui vont travailler à fabriquer l'identité, l'histoire, parce que ce sont les histoires, on se déplace pour aller vers les histoires qui des fois sont fabriquées de toutes pièces. Il faut fabriquer ces histoires. Pour fabriquer ces histoires, il faut réunir pas mal d'acteurs capables de raconter quelque chose de cohérent et de faire en sorte que quelqu'un qui est assis quelque part dans le monde se dise « Ouais, mais il faut que j'aille à Yaoundé, il faut que j'aille à Douala, il faut que j'aille, je ne sais pas dans quel village du Cameroun, pour voir ça sur place, pour comprendre, parce qu'il a vu ça à la télé, il a vu ça dans des films. Il était assis en train de regarder un match de tennis ou de football, il a vu une plaque qui a dit visite Cameroun, quelque chose comme ça. Donc, c'est un ensemble de choses qui doivent être mises en place et
à ce niveau, j'insiste là-dessus, le top-down va être déterminant. Parce que sinon, si vous êtes un investisseur, vous allez mettre vos milliards dans une affaire où en face, vous avez des obstacles à cause, je ne sais pas, des impôts, des services d'hygiène, de ci ou de ça, des gens qui apparaissent devant vous et vous disent « Oh, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire des photos ici. » Comment raconter l'histoire d'un certain nombre de lieux si on ne peut pas faire des photos? Ou alors, il faut absolument payer pour faire des photos. C'est un ensemble de choses. Je ne vais pas tout citer parce que je pense que les autres, en fonction du type d'activité qu'ils ont lié au tourisme, ont sûrement plein d'autres points. OK. Donc là, j'ai compris. Donc, ton point, c'est d'abord mettre le cadre qu'il faut. Et ça permet de l'État de mettre les infrastructures, le cadre aussi juridique et repousser vraiment dans tous ceux qui sont autour des acteurs, on va dire, qui travaillent, on dit, comment dire, de manière conventionnelle, voilà, pour être toujours dans le bon cadre qu'il faut et avancer comme il faut. Donc là, je demande en termes maintenant de services. En termes de services, on a tous des manuels là. Quels sont les services qu'on peut mettre en place justement pour que la destination soit attractive, non seulement pour les locaux, mais aussi pour le monde entier? Je pense que le premier point, ce serait déjà, avant d'arriver au service, c'est-à-dire que d'abord même d'arriver sur le lieu, on va déjà en amont qu'on ait pensé et bien organisé le voyage. Et ce qui manque souvent, justement, c'est ce volet organisation du voyage. Comme on disait tout à l'heure, je fais comment pour arriver là-bas? Et cette information manque souvent, en fait. L'accès, c'est où, c'est quand, c'est comment. Ceux qui ne sont pas camerounais, ils prennent le visa où, combien, quand. Moi, personnellement, j'ai eu un problème, un souci d'information, juste quand je voulais renouveler mon passeport, juste pour trouver comment je renouvelle mon passeport, c'était un problème. Donc, je pense que le premier aspect, c'est déjà ça. J'organise le voyage, comment je trouve les informations où, et les informations, est-ce qu'elles sont bien répertoriées du point A, enfin, tout le processus. Ce serait ça. Et ensuite, les services, pour moi, c'est vraiment un secteur sur lequel je mise parce que je me dis que quand justement quelqu'un est arrivé sur le point sur lequel il voulait aller, il n'a pas le temps, il a envie de confort, il a envie de se faire plaisir, il a envie de profiter tout simplement du bon temps. Donc, il a envie qu'on lui propose des activités, qu'on lui propose des services tout simplement. Donc, je pense que ce que nous, on essaye de faire, en tout cas, c'est le goal, mais après 2020, avec Covid, c'est un peu ralenti. Mais notre goal, c'était d'aller vers ces différentes institutions, ces différents centres et les accompagner dans la production de services adaptés pour attirer encore plus de personnes à venir chez eux. C'est-à-dire que, comme je disais, une fois que je suis arrivée, au Chidé Comcam, après, toi, je mange quoi? Et je mange ça là-bas, pourquoi? Ça raconte quoi? Enfin, tout ça là. Il y a des guides. Il y a des guides, mais justement, ces guides ne sont pas forcément très bien répertoriés. Donc, comment ces guides-là, etc. Si j'ai envie d'avoir un programme clé en main, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient me chercher au point A et s'occupe de tout mon voyage, comment je fais, etc. Je pense que c'est vraiment ces process ou alors ces petits voyages vraiment clés en main qui aideraient aussi à valoriser, parce que nous, consommateurs, ou alors le public d'une manière générale, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que on n'a pas le temps quand on va de lundi à vendredi, ou bien quand par exemple, on a un long week-end. S'il y avait eu des offres de voyage, je pense que les gens seraient allés. Mais moi, j'ai rien vu. J'ai essayé de regarder sur Facebook, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que c'est un problème d'anticipation, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut miser sur les services et l'organisation des voyages, centralisation des informations. D'accord. Effectivement, ça rejoint dans l'un des points qu'on a développés avant. C'est d'abord de pouvoir permettre l'accès à l'information pour savoir comment et une fois sur place, comment je profite de l'espace. D'accord. Alors là, je vais faire une pause rapidement. Je vois des commentaires là. Déjà, Audrey qui nous fait un peu rire. Elle dit qu'on oublie, c'est que les Camerounais ont peur de son frère camerounais. C'est vrai aussi. Comment ça? Moi, je ne comprends pas bien. C'est drôle. Non, c'est vrai, elle a raison, John. C'est un sérieux problème. C'est très sérieux. Son frère camerounais. C'est très sérieux. C'est-à-dire que la confiance. On a des expériences qui font en sorte que le premier réflexe, ce n'est pas la confiance. Les types qui vous promettent de vous amener sur un lieu, j'ai déjà eu ça dans des circuits touristiques au Cameroun. Quelqu'un il m'a dit non, je vais vous t'amener sur l'île au Canard. En fait, j'étais aux Anges. Et puis, on passe en pirogue, il me dit ah voilà, c'est le caillou là. C'est un truc juste comme ça. Hein.
Ils font les canards. Ah, peut-être qu'ils se sont déplacés, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, ok, ça, je vais son. Mais c'est des petites choses comme ça. Alors, de tel point à tel point, c'est quelle distance? Ce n'est pas qu'au Cameroun que ça existe, ce type Oui, d'arnaque. on va dire. Mais Vraiment, c'est arnaqué à tous les niveaux. Mais il y a la question de la confiance. Ce n'est pas évident. Et c'est une donnée, c'est peut-être drôle, mais c'est une donnée critique. D'accord. D'accord. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, Alphée, dis-nous. Oui. Qu'est-ce Alors, qu'on peut pour... améliorer? Oui, alors parler surtout du point du digital, n'est-ce pas? c'est ça, tout à fait. Dis-nous Donc, tout. moi, je pense qu'il y a deux points qui sont quand même essentiels. Donc, il y a d'abord la donnée, c'est-à-dire que la data, comment est-ce qu'on veut que les locaux consomment, découvrent le pays si on ne sait pas ce qu'ils aiment, en fait. Et je pense que les locaux ne consomment pas, en tout cas, ont une consommation différente des touristes qui viennent d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut connaître en fait ses cibles, il faut connaître sa population, il faut savoir ce qu'elle aime, il faut savoir ce qu'elle apprécie, quelles sont ses habitudes de consommation pour pouvoir dessiner en fait finalement des solutions qui seront adéquates. Un local n'a pas la même utilisation de la plage qu'un touriste. Je prends mon exemple, je viens de Grand Bassam, c'est une ville côtière. Je ne sais pas nager parce qu'on nous a inculqué que ben voilà, la mer, ça fait peur, tu rentres dedans, tu ne ressors plus. Donc, du coup, pour nous, les gens qui sont sur place, la plage, c'est un décor pour faire un pique-nique. Et sans plus, ce n'est pas un lieu où on vient s'installer pour bronzer ou farnienter, en fait, ou ne rien faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment connaître ces populations. Il faut connaître ce qu'on aime, quelles sont nos habitudes de consommation pour pouvoir, en fait, adapter finalement, en fait, les solutions. Et du coup, forcément, quand on adapte tout, les locaux se sentent impliqués. C'est-à-dire que on chouchoute, en fait, notre population. Et ça commence dès le départ, OK. dès le site internet. Il faut que tout soit fait, en fait, qu'on puisse utiliser des expressions locales, que le contenu soit adapté et le contenu soit local. Ne pas faire des grandes phrases, vous allez venir découvrir des choses qui ne parlent pas, en fait, aux personnes qui vivent sur place. Donc, et je pense que plus on implique la population locale et plus elle se sent ambassadrice, en fait, de son pays. Donc, ça, c'est cette partie-là. Et une partie, ben, évidemment, le contenu digital. Et dans digital, pour moi, le digital, c'est vraiment un support. Il y a quand même le contenu qui est important parce que ça ne sert à rien d'avoir une page Facebook pour une ville comme Douala. Si c'est pour poster des communiqués de presse, de ce genre de choses qui ne sont pas attractifs, en fait. D'accord. Donc, je pense qu'il faut vraiment, dans le contenu, il faut définir une identité d'abord. Et quand on définit une identité, on arrive à créer l'histoire, à faire du storytelling, à faire rêver. Et après, on fait vivre cette histoire-là, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment la donnée et du contenu qui est approprié, du contenu qui est local. Et ça permet finalement à ce que les gens puissent s'identifier à la destination. Très bien, très bien. Très bien. Je crois que effectivement, c'est ça. Il faut déjà mêler la population au travail de savoir qu'est-ce qu'on aime, comment on pourrait le faire, et peut-être aussi ajuster les coûts parce que la grande masse n'a pas les moyens de partir dans un hôtel avec la nuit à 100 000. Ça, c'est d'abord ça. Et enfin, faire la promotion vraiment de manière plus structurée. Je suis vu qu'on parlait tout à l'heure du problème de confiance, peut-être avoir un point central qui lui est référencé comme étant la référence vraiment et diffuser le maximum d'informations pour déjà savoir comment se déplacer et ensuite avoir des sites qui sont vérifiés, quoi. Et avoir des personnes qui sont vérifiées, qui ont la qualité qu'il faut. Donc, on finit donc avec Chouchou. Alors, moi, je pense qu'il faut repenser le tourisme. Et ça passe par 3 étapes. Comment on appelle ça? Hormis l'accès, enfin, faciliter l'accès, faciliter la sécurité des voyageurs et mettre en avant des expériences innovantes parce que, bon, on a déjà fait tout ce qu'on a à faire au Cameroun. Il faut des expériences innovantes. Je pense que quand on a mis ça de côté, il faut repenser le tourisme camerounais en 3 étapes. Premièrement, il faut faire la valorisation du tourisme local, du tourisme, de l'écotourisme et enfin du tourisme responsable.
Pourquoi je parle de ça? Le Cameroun a un potentiel écotouristique, mais tellement vaste, mais inexploité, mal connu des Camerounais. Si on mise sur repenser le tourisme par le tourisme local, écotourisme et responsable, le tourisme responsable nous apprend pourquoi on voyage, nous dit quand je voyage, je crée de la richesse. Je crée de l'emploi chez les gens qui ont le site touristique. Ils vont à l'école grâce à l'argent de mon voyage. Comment on appelle ça? J'apprends à respecter l'environnement et surtout, en termes de tourisme responsable, j'apprends le fait que voyager nécessite la préservation des cultures et des héritages culturels. Alors là, on a déjà une bonne masse de la population qui voudra voyager en activant le cerveau. Je voyage plus seulement pour moi, pour m'amuser moi, mais je voyage pour pouvoir donner quelque chose sur place. Que ce soit, comment on appelle ça, mes compétences, parce que oui, tenez-vous, il y a des gens aujourd'hui qui voyagent au Cameroun, ils arrivent à se faire héberger, ils ne payent pas, mais ils payent en termes de compétences. Je suis un médecin qui voyage en zone rurale et qui, pendant un mois, même comme il est hébergé, il donne des soins gratuits aux enfants du village et tout. Ça existe, les gens ne savent pas. Donc, la première chose, repensons le tourisme ordinaire en valorisant le tourisme, comment on appelle ça, local, responsable et l'écotourisme. En deux, il faut absolument miser sur les travelers et le digital. Pourquoi je dis ça en rejoignant évidemment à fait pour le digital? Pourquoi les travelers? Ce sont les travelers qui voyagent. Ce sont les travelers qui voyagent tout le temps. C'est eux qui peuvent remonter l'information en disant nous étions ici, l'accès est compliqué. Nous étions ici, c'est compliqué. Les gens y vont. Donc, il faut peut-être miser sur les infrastructures de ce type de voyage-là. Il faut miser sur les travelers. Ils sont là, ils font un bon boulot. Il faut absolument qu'au niveau du Cameroun, les autorités en charge du tourisme les utilisent. Et s'il vous plaît, ils utilisent déjà certains, ils travaillent avec certains, mais il faut que ça s'amplifie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les travelers essayent de se parler tout le temps. Les expériences doivent être partagées. Donc, après repenser le tourisme, miser sur les travelers, la dernière étape, évidemment, il faut vulgariser les ponts touristiques. Les ponts touristiques, c'est quoi? The bridge. Un pont touristique, c'est les offices du tourisme, déjà, et tous les services rattachés au tourisme. Quand on parle d'office du tourisme, on devrait en trouver dans chaque région au Cameroun. Et comme ce sont les étrangers qui visitent beaucoup le Cameroun, bon, OK, on a une majorité, il y a 4,6 millions de visiteurs locaux en 2018 et 800 000 internationaux. Ça veut dire qu'en fait, le tourisme local, il est là, les gens voyagent. Mais peut-être qu'ils ne voyagent pas encore pour les bonnes raisons, du coup, on ne va pas encore vraiment les rentrer. Mais de toute façon, quand on va vulgariser les offices touristiques, et comment on appelle ça, les offices touristiques et les services rattachés au tourisme, on ne le fait pas seulement à partir du Cameroun. Quand quelqu'un quitte de l'extérieur pour venir voyager au Cameroun, ben écoutez, il faut bien qu'il demande une information sur place là-bas. Et l'office du tourisme peut se situer dans un service extérieur à une ambassade ou à une ambassade, ça existe, ça peut revenir. D'accord. Franchement, donc de là-bas, il doit pouvoir se dire, j'ai un office du tourisme et voilà ce que je veux faire. Et quand on parle des services rattachés au tourisme, c'est tout ce qui constitue les nouveaux services de facilitation de l'information, Dreamer, Visiter l'Afrique et tout le reste. Félicitations pour votre travail déjà. Mais ça, c'est ce qui est important. Il faut justement vulgariser ces ponts au tourisme. Et le tourisme ne se limite pas seulement, surtout pour le Cameroun, à voyager, aller de A à Z. Le tourisme culinaire gastronomique doit être à tout prix valorisé. Le tourisme culturel doit être valorisé. Le tourisme sportif, on a une pléiade de différents ponts touristiques qui peuvent nous servir au Cameroun. Donc, pour moi, voilà les 3 étapes qu'il va falloir prendre pour pouvoir justement relancer, repenser et valoriser le tourisme de la petite enfance à plus grand. Je trouve qu'effectivement, merci beaucoup à tous les 4 donc, pour vos partages. Je pense que là, j'ai à peu près dans ma tête le plan global. Donc, la première des choses, c'est qu'on comprend bien déjà faire participer l'État parce que tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, tout le bavardage ne servira strictement à rien. Et ce n'est pas un particulier qui va investir dans les routes et compagnie. Et aussi qu'on puisse aussi inciter vraiment les différents ponts, justement, le relais du tourisme, à développer tous les aspects nécessaires. Que ce soit justement la partie cuisine, sport, culture et compagnie, qu'on puisse mettre dans tout ça en avant. Après, il faut penser à la promotion. Et la promotion, ce n'est pas seulement localement, mais c'est aussi à l'extérieur. Il faut le faire. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le maximum d'images. Il faut s'appuyer sur l'accès à l'information pour savoir comment voyager. Il faut s'appuyer sur les services, une fois
On a l'information, comment ensuite on se déplace, comment on profite des espaces. Ça fait beaucoup d'acteurs et clairement, je pense que je rejoins Edouard complètement. Si l'État ne s'y met pas, ben, on n'avancera pas. En tout cas, merci beaucoup à tous. Là, on va passer à la dernière section avant de se dire au revoir. C'est les questions-réponses. Alors, il y a eu quand même des questions depuis tout à l'heure, là, auxquelles j'ai répondu rapidement parce que c'était déjà, enfin, vous-même, donc, vous avez répondu dans les différents échanges. Alors là, on a encore d'autres questions qui arrivent. Alors, c'est plus un commentaire, oui. Pour booster le tourisme au Cameroun, c'est le Cyril Djamil. Bon, je crois qu'il fait un peu d'humour, même si je crois qu'il est sérieux. Ce serait de virer déjà le ministre du Tourisme, qui est le tout premier problème. Il faut donc quelqu'un de plus jeune et plus alerte, c'est sûr, donc plus au courant de comment ça se passe maintenant, les voyages, les travelers dont on parlait. Et ensuite, ce ministre n'est ni proche des acteurs du tourisme locaux, ni de la jeune génération qui prend les initiatives. D'accord. Ensuite, on a Dolo Diabea qui nous dit: bonsoir à tous, je suis heureux de ce qui se passe sur le caractère touristique de nous. Il y a un esprit derrière, c'est-à-dire des hospices culturels des différents peuples. Moi, je ne suis pas un habitué des voyages, mais j'aimerais savoir pour les habitués, c'est les activités qui racontent l'histoire culturelle des sites, des peuples. Bref, est-ce qu'on peut aller sur place et avoir justement l'information sur la culture des peuples et leur histoire? Peut-être que je vais laisser Chouchou qui peut répondre à cette question. Je n'ai pas bien suivi la question. J'ai vraiment envie de, s'il te plaît. En gros, sa question, c'est de savoir, pour ceux qui voyagent, est-ce qu'ils peuvent nous dire si, lorsqu'on va sur des sites touristiques, est-ce qu'il y a justement des activités prévues pour connaître le côté culturel et l'histoire des peuples qui sont sur ces sites? Ça dépend. Ça dépend de, comment on appelle ça, des sites, par exemple. Et ça dépend de la connaissance du guide. Parce qu'après, tu peux te retrouver dans une région où le guide, c'est juste quelqu'un qui veut t'accompagner. Parce qu'il veut t'accompagner, connaît la région, il veut se faire un peu de sous. Mais il y a effectivement des régions où le guide connaît très exactement le côté culturel du site où vous êtes, de pourquoi le site existe, comment il a été bâti et comment les populations vivent. Et d'ailleurs, c'est vers ce type de site que je m'oriente la plupart du temps parce qu'il faut pouvoir sortir de là avec une information en tête. Il y a des sites comme ça, par exemple, quand vous allez à Ekomkam, je trouve qu'il y a un guide qui est super bon, il est déjà très vieux et comment on appelle ça, lui, il arrive à vous décortiquer le site. Mais quand vous ne le trouvez pas sur place, vous allez avoir des guides qui sont très limités. Ils vont tout simplement vous dire que, OK, on a tourné Tarzan là, mais le monsieur dont je parle, qui est un guide qui est là depuis très longtemps, il vous explique comment le village est né, pourquoi ça s'appelle Ekomkam, pourquoi est-ce que quand vous arrivez à Ekomkam, il peut avoir un arc-en-ciel ou pas, pourquoi il peut faire une petite autorisation au niveau des dieux de la terre avant de descendre au site. Donc oui, il y a des sites, vous pouvez arriver, vous avez une information détaillée. D'accord. Je pense que notre ami Dolo Diabé a eu sa réponse. Alors, bon, après, il y a une question marrante qui demande la collation, c'est pas où? Donc, ça, on va passer. Je crois que c'est bon, hein. Je pense qu'on a eu donc toutes les réponses. Si quelqu'un veut ajouter en 2 mots dans quelque chose, Edouard ou Alphée. Edouard, vas-y. Une conclusion? Ouais, une conclusion, c'est de dire que, bon, on vient de raconter beaucoup de choses et ces choses-là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le plus important, premièrement, c'est de commencer. Il faut commencer quelque part. Ça, c'est une chose. Et deuxième des choses, il faut se dire que on ne va pas juste appuyer sur un bouton et les choses vont se transformer. Ça va prendre beaucoup de temps pour que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, les gens aient pour réflexe et dans leurs habitudes de sortir au Cameroun, d'aller prendre leur famille, d'aller passer les vacances, pas forcément en famille, mais dans un lieu touristique, prendre toute ta famille, aller à Ouaza, aller à Petpenoun, aller à Tchang, aller, il y a plein d'endroits. Mais ça va prendre du temps parce qu'il faut une chose. Il faut qu'on soit conscient que ça va prendre du temps. D'accord. Alors là, on a des questions qui sont revenues. Ah, moi, je voulais juste rajouter, je pense que pour conclure, je pense que voilà, il faut que vraiment que tout le monde, toutes les parties soient impliquées et que chacun fasse sa part en fait, hein. Que ce soit les autorités, que ce soit les voyageurs, que ce soit les professionnels. Je pense que vraiment qu'il faut que tous les acteurs soient impliqués pour que le tourisme interne en fait puisse fonctionner. D'accord. Alors là, il y a une question qui revient beaucoup. Bon, je vais
Alors, c'est la question, quels sont vos sites préférés? Que chacun en donne, donc, par exemple, 3. Je pense aussi que ça rejoint la question de quelles sont les villes qui seraient faciles à marketer pour le Cameroun. Allez, je commence par Chouchou. Tes villes préférées, ou bien tes sites préférés, et est-ce qu'ils font aussi partie de ta liste des villes qui sont faciles à marketer? Peut-être pas site touristique préféré, mais le voyage qui m'a le plus marqué. Je vais peut-être faire ça parce que c'est comme si on me demande aujourd'hui quel est mon style musical préféré. Je n'en ai pas. J'écoute la musique par rapport aux nostalgies et à la nostalgie qu'elle m'apporte. C'est comme ça aussi que je voyage. Je voyage par rapport à la nostalgie que j'ai et je reprends mon voyage par rapport à la nostalgie que j'ai tout le temps. Le voyage qui m'a le plus marqué est le voyage du site de la Falaise au nord Cameroun. C'était à Adamaouanga Oundéré. Il m'a marqué parce que c'est exactement ce que je voulais. J'avais besoin de cette paix intérieure quand je faisais ce voyage. N'allez pas là-bas tout à l'heure, tout de suite. De toute façon, le site, il a brûlé. Mais c'est le site qui m'a le plus marqué. En termes de région, je ne peux pas parler de site, mais en termes de région, les 3 régions auxquelles je suis le plus attachée, je vais dire le Grand Nord, on va considérer ça comme une grande région. Ensuite, il y a l'Ouest Cameroun, ça c'est sûr. Et la 3e région se trouve... j'adore l'eau, je vais dire Kribi, pendant la ponte des tortues, voilà. D'accord, d'accord. Alors, et toi, Alphée? Bon, j'imagine que donc, peut-être pas au Cameroun, on va dire, mais est-ce que tu as des sites, des sites que tu préfères? Écoute, j'ai eu la chance de venir au pays du 237 il y a Non. quelques années et je pense que la ville qui m'a le plus marquée, c'est Yaoundé, hein. Je trouve que c'est une ville, c'est la verte, quoi. Et je pense que c'est facile de marketer une ville comme Yaoundé parce que aujourd'hui, tout le monde fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à tout et je pense que la partie responsabilité, tourisme responsable, tourisme durable, on peut le faire avec Yaoundé. Et donc, je me suis vraiment très, très bien sentie à Yaoundé, même si Douala, c'était le show, quoi. Et toi, Edouard, tu as des préférences? Ouais, forcément. Bon, premièrement, je suis plus, je suis plus attiré par la route que par les lieux, que par les destinations. D'accord. Et sur ce point, je vais recommander un voyage. C'est un voyage qui peut être très difficile à faire ces temps-ci, mais dès que l'occasion se présente, je vous prie, je vous demande de faire ce voyage que j'ai pu faire moi-même en faisant. C'est-à-dire que je suis parti de Fumban et j'ai bifurqué pour rentrer sur la route de, comme on appelle, de Banguren, mais toujours dans le Noun, pour ressortir à Djakiri, dans le nord-ouest. Ensuite, j'ai dormi à Ndop. J'ai continué pour me retrouver le lendemain à Bamenda, ensuite Mbouda, ensuite Bafoussam. C'était une jolie boucle. Un voyage que je vous recommande vraiment parce que vous allez vous arrêter toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Des fois pour vous renseigner, pour poser des questions aux gens, mais des fois aussi pour comprendre, observer, c'est beau. Donc c'est un voyage que je vois. Et la route, c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup faire la route aussi. Voilà. Donc, plus tard, j'ai appris quand même à apprécier le paysage, voilà. S'arrêter, discuter avec les gens. Donc, on peut... Voilà. Donc, malheureusement, avec la crise que nous connaissons depuis quelques années dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est difficile de s'engager sur cette route-là. Mais dès que l'occasion se présentera, je pense que moi, je vais y retourner. Je vous recommande de le faire. Mais à côté de ça, s'il y a des destinations, je dirais, bon, mon coup de cœur, c'est Petpenou. Et c'est un endroit, je considère comme étant très complet. C'est-à-dire, quand vous y allez, vous avez tout sur place pour permettre d'activité, la randonnée, nager, jouer, enfin, tout y est. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer parce que vous pouvez sortir, aller dans les D'accord. à côté de ça, oui. Peut-être 3e point, je recommanderais peut-être Ngaoundéré, parce que c'est aussi très complet. C'est un peu à cheval entre le Grand Nord et le Grand Sud. Donc, vous allez, c'est un climat qui est un peu entre les deux, et puis il y a des lieux fabuleux, pas loin, parce que j'aime ces endroits où à partir de là, vous pouvez facilement vous déplacer de Ngaoundéré. Vous allez facilement sur la nationale numéro 1 et puis plein d'autres endroits autour. Il y a même les parcs nationaux. D'accord. Alors, on va encore prendre 2 questions. Alors, la première, c'est, sachant que la machine du détail est habituellement lente, nous autres commençons ou comment? Bon, je pense que tout le bavardage qu'on a fait a pu répondre à la question. Donc, je ne vais pas revenir dessus.
Et enfin, une autre question, c'est dans quelle mesure peut-on parler d'une identité nationale au Cameroun? Ça, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure de marketer, d'avoir une identité. Alors, dans quelle mesure peut-on parler d'une identité nationale au Cameroun? Prends la parole. Je pense que ça ne devrait pas être très compliqué. Hein. Bon, disons, ça ne va pas être très compliqué à le dire. Je pense qu'on devrait voir le Cameroun comme, je sais pas, comme une entreprise et voir ses destinations, ses expériences comme des produits. Vous imaginez un peu, regardez ce que Coca-Cola réussit à créer comme expérience autour de Coca-Cola, autour de Fanta, autour de Sprite, autour de Nestlé. Il y a un ensemble de choses qu'ils sont capables de faire. Vous pouvez observer la même chose chez nous. Et je ne sais pas, dans le domaine du vestimentaire et autres. Je pense que le Cameroun peut être une entreprise avec sa marque Cameroun, mais là-dedans, il peut avoir des produits et chaque produit peut avoir sa façon d'être vendu dans une philosophie vraiment globale. Très bien. Chouchou, tu veux ajouter quelque chose ou bien tu rejoins complètement? Bah, je rejoins complètement ce que Edouard dit. Et encore que, bon, comme on disait, comme on appelle ça, le problème du Cameroun, c'est qu'on a un minimum 300 différentes identités différentes. Il faut pouvoir avoir une identité propre. Il y a de petits signes. Par exemple, quand vous arrivez d'un pays qui s'y connaît culturellement et que vous dites Ndolé, on va dire Cameroun. Il y a des petits mots qui renvoient automatiquement au Cameroun. Si vous arrivez d'un pays qui s'y connaît en termes d'industrie textile et que vous arborez par exemple le Togo ou le Ndop, ils vont dire Cameroun. Mais il faudrait qu'au-delà de nos plus de 300 différentes identités qui fait notre force, hein, on puisse tirer de là 5 points forts et on dit quand on parle du Cameroun, voilà les 5 choses que je sais, voilà ce que je vais aller. Et je pense que ça, j'ai répondu à cette question. Il y a quelqu'un qui demandait qui n'était pas au courant qu'il y avait la ponte des tortues au Cameroun. Ben oui, tout le monde qui va à Kribi, vous allez seulement pour nager, pour danser. Ben oui, il y a une période de ponte à Kribi, à Ebodje. C'est quoi, Edouard? 50 km à peine après Kribi en allant vers Cameroun. Oui, c'est vrai que la qualité de la route, mais c'est possible. Si vous avez un petit 4x4, même ça ira. Voilà. Il faut juste bien identifier la période. Voilà, avril et octobre. De avril à octobre. Quand vous allez arriver, vous n'allez pas en croire vos yeux de l'endroit où vous êtes. Mais oui, il y a une période de ponte de temps. C'est pour ça qu'on dit il faut fouiller. Celui qui demandait la machine étatique, quelle langue, comment on doit commencer. Avec un joli sable. Commencez vous-même, faites des recherches vous-même. On vous a facilité la tâche. Quand vous voulez aller, vous devez me demander, mais vous-même, vous devez faire des recherches. Parce que celui qui va en voyage, il y a 2 types. Celui qui va parce qu'il sait déjà ce qu'il veut voir, mais celui qui va parce qu'il va venir découvrir. Et il faut être celui qui va aller découvrir. Très bien, très bien. Une autre question qui est arrivée là. Alors, elle, je crois que c'est une question qui est vraiment intéressante. Et après, c'est les dernières questions. Enfin, c'est la dernière question qu'on va prendre. C'est si vous aviez l'opportunité de travailler au ministère du Tourisme et de prendre des décisions impactantes pour promouvoir la marque Cameroun, quelle serait votre première décision? Chouchou, première décision que tu prendras si tu es la big boss du ministère du Tourisme. Quelle est la première décision que je vais prendre? Oui. Je leur ai dit ça il y a 2 mois, c'est repenser le tourisme en travaillant avec les travelers aussi. J'ai dit ça quand on a parlé. Il faut repenser le tourisme. Le tourisme au Cameroun, il est là, il existe, il est beau, on a un gros potentiel, mais il faut le repenser parce que les Camerounais, ils ont besoin d'un autre type de tourisme qui va attirer. S'il y avait eu un autre type de tourisme pendant la période Corona, aujourd'hui, les déplacements peuvent déjà un peu commencer, mais tu vas avoir des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu élevé, qui auraient préféré aller se nicher dans un site éco-touristique pendant 1 mois que de rester se morfondre ici, là, en pleine ville. Donc, pour moi, il faut repenser le tourisme camerounais. On leur a déjà dit, donc ce n'est pas non plus caché, ça. D'accord, effectivement, c'est ça. Lige, Alfie, dis-nous. Alors moi, je pense que la première décision, ce serait de demander aux Camerounais ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent en fait. Et je pense que ça peut passer par une consultation nationale ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils aimeraient. Et je pense que de là, on peut tirer des conclusions qui sont plus impactantes. D'accord. Édouard. Ouais, ça va être difficile de faire autrement qu'Alfie et Chouchou. Il y a une raison, peut-être on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais il faut quand même remarquer que tous les sites et pratiquement tous les circuits
qui existent au Cameroun depuis des années ont été mis en place par des expatriés. C'est-à-dire on avait des sites et des lieux créés par des gens qui se regardaient dans ces lieux et qui ne nous concernaient pas. Donc, il faut forcément passer par soit des assises nationales du tourisme, quelque chose comme ça, pour pouvoir s'asseoir avec tous les potentiels acteurs de ce secteur et se dire, OK, on commence par quoi, mais il faut pouvoir réunir ces acteurs et je pense que ce sera la première des choses. Enfin, ce sera le plus utile. Après, il faudra avoir des marges de manœuvre pour avancer. Dans le cadre et faire participer le maximum de personnes, enfin des acteurs, on va dire, du secteur. Ouais. On sortirait là avec une jolie Bible et un plan d'action. Alors, une dernière question, la vraie dernière cette fois. Que pensez-vous de la protection des populations locales du Covid-19 des voyageurs? Je ne comprends pas la question en plus. Ouais, c'est critique, je comprends. La personne pense craint que les voyageurs aillent contaminer les gens en milieu rural, par exemple. Ce qui est arrivé, on a vu, ce n'était pas forcément des touristes en Amérique latine et autres. On a des explorateurs qui ont contaminé les populations entières parce qu'ils ont amené des maladies qui n'existaient pas sur site. Donc, effectivement, c'est un problème. Et qui va pouvoir vérifier l'accès? Est-ce que les mairies ont des moyens de vérifier qui accèdent à leur site, à leur environnement, à leur arrondissement? Il faut un mécanisme qui permet de dire, OK, montrez au moins votre test anti-Covid, anti-malaria, anti, pour pouvoir entrer dans la zone. Un mécanisme comme ça devrait exister. D'accord. D'autres personnes veulent partager une réponse, mais je crois qu'il y a tout, non? Non, il a dit ce qu'il avait à faire. Je pense que là maintenant, n'oublions pas non plus que le Covid, on est dans une situation sans précédent. C'est jamais arrivé. Donc, penser à une solution directement comme ça peut être compliqué. Mais par contre, comme Edouard a dit, il faut qu'on commence à penser à des situations post-Covid. Parce qu'on traîne d'autres maladies, par exemple, comment on appelle ça? Il y a le choléra qui est encore là. Est-ce que quand un voyageur traverse, on sait s'il a atteint du choléra ou pas? Non. Donc, par exemple, au niveau sanitaire, il faudrait penser justement à cette vérification au niveau des accès. Je ne sais pas trop comment, mais il faut qu'on envisage de penser à une réflexion sanitaire des travelers dans la situation post-Covid. Alors, bon, la Big Boss Diane a posé une question. Comment faire attention à ne pas exotiser nos cultures et nos peuples? Exemple des pygmées. Très bonne question. Très bonne question. On vous écoute. En général, comment faire pour passer vraiment pour ne pas passer de la culture au folklore? En gros, c'est ça, je crois. Il faut être responsable dans son tourisme. C'est exactement ça, la base du tourisme responsable. Parce que je donne un exemple. Ce qui se passe avec les pygmées Mabi, par exemple, quand vous arrivez à Kribi, chez les Mabi, et à l'entrée du village, il y a une plaque du ministère du Tourisme qui annonce que c'est un village et ça devrait être un village touristique. Mais on ne vérifie pas ce que nous, les touristes, on fait de ces gens. Quand vous arrivez dans le village Mabi, par exemple, vous allez trouver des sachets de whisky partout au sol. C'est pareil avec les pygmées au niveau de l'Est Cameroun. Vous allez trouver des sachets de plastique et des sachets de whisky partout au sol. Je vous promets, moi, j'avais jamais vu des pygmées de ma vie il y a 2 ans. Quand je suis allée, la seule chose que je voulais, c'était voir les pygmées. J'étais très contente d'aller voir les pygmées. Et vraiment, pour ceux qui me connaissent, quand je vois, j'ai toujours ce beau petit sourire et tout. Quand on est arrivé, on ne nous avait pas dit ce qu'il fallait leur apporter. C'est dommage, j'aurais apporté plein de vêtements. Quand on arrive, je suis d'abord attirée par le nombre de sachets de whisky qui est au sol. Je me dis, OK, quand j'arrive, je trouve 3 pellets, 2 tondus sur le site parce qu'après, les hommes étaient allés à la chasse, il y avait 2, 3 mamans et tout. Mais j'étais frustrée. C'est bien beau de développer le tourisme, mais si on ne responsabilise pas les porteurs de sites et les voyageurs, on détruit l'environnement, on détruit la culture. Pourtant, c'est cette culture qui doit persister.
Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez implanter un hôtel dans un village de Pygmée-Mali, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Vous allez détruire leur habitation, vous allez détruire leur mode de vie. Et les Pygmées aujourd'hui meurent de la destruction de leur mode de vie. Le Pygmée n'a pas appris à traverser la route. Combien de Pygmées sont morts en traversant la route parce qu'on les a installés au bord de la route à l'est, juste parce qu'il fallait qu'ils traversent les voitures, les greniers, paf. Donc, il faut préserver l'environnement culturel. Si vous trouvez un site, un site et des habitants indigènes quelque part, laissez-leur leur environnement, développer du tourisme autour d'eux, communier avec eux, laissez les gens venir les visiter sans faire des bêtes de foire, laissez-les partager leur savoir-faire. Quand on arrive, une dame qui était avec nous qui est tombée à l'entrée du site, elle s'est écorché le pied. La grand-mère Pygmée qui était là s'est levée, elle allait en brousse 5 secondes après, elle est revenue avec des zèbres, elle a frotté. La dame pleurait tellement, mais dès qu'elle a frotté, le saignement s'est arrêté. Et la dame s'est mise à nous parler en langue et elle parlait pratiquement toutes les langues qu'on avait. C'est ça qu'on veut. Mais nous-mêmes, on détruit les Pygmées en leur apportant. Tout le monde se dit caca. Les guides, si tu donnes 2000 au guide, le guide va donner 300 au chef du village et le chef du village passe danser les gens. C'est pas ça le tourisme, c'est pas ça. Ce n'est plus ça qu'on veut. Préservons les peuples, préservons les cultures et arrêtons d'infantiliser ou bien de chosifier. C'est un peuple qu'on veut approcher. Donc, il faut un tourisme éco-responsable, comme tu dis. Clairement, c'est ça. Et du coup, il faut mettre les garde-fous qu'il faut autour et sensibiliser au maximum ceux qui vont sur les sites. Au-delà des guides, eux aussi, qui peuvent souvent penser plus à Oui, eux. le touriste doit être un responsable d'abord. Ouais. Je rejoins ce qu'elle dit à Chouchou. Je crois que par exemple, je donne un exemple, on peut imaginer une espèce de charte éthique du voyageur. C'est-à-dire que quand tu arrives au Cameroun, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu arrives sur un site, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas prendre en photo telle population. Donc, je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les touristes. Mais il faut qu'il y ait une charte, quelque chose de légal qui soit vraiment institué pour que les gens se responsabilisent en fait. Mais ça, dans plusieurs destinations, il y a des chartes éthiques du voyageur que chacun signe avant de rentrer dans le territoire. Et du coup, tu prends toute la mesure de la responsabilité qu'il y a quand tu arrives dans un pays. Tu sais que ce n'est pas que pour consommer, mais c'est aussi pour laisser le pays tel que tu l'as trouvé pour les autres voyageurs et les futures générations. Donc, du coup, il faut aussi penser aux sanctions au cas où on y déroge, quoi. OK. Ah, totalement. Édouard, tu conclus? Sur ce point, j'ai une position peut-être que je considérais comme radicale. Moi, Oh, chicote les gens. Je suis très opposé à l'idée d'aller rendre visite. Je suis très opposé à ça. Parce que il y a des Pygmées Bagueli qui sont, quand vous remontez la rive du Nion à partir des chutes de la Lobé, vous remontez la Lobé, on vous amène dans un petit coin là, on dit ouais, venez rendre visite aux Pygmées. Bon, j'avais déjà vu les Pygmées ailleurs, on m'avait déjà amené voir les Pygmées à Djoum, dans quelques villages sur la route de Minto. Mais je rassemble toutes ces expériences et je dis que c'est quelque chose de très complexe. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas un endroit où les gens doivent aller se balader. Parce qu'aller voir les Pygmées, je considère toujours ça comme des expositions universelles de l'époque où les gens se retrouvaient à Bruxelles à regarder des nègres dans des grillages, ce genre de choses. Parce que c'est une espèce d'exposition où chaque pays civilisé, entre guillemets, venait avec des choses qu'ils considéraient comme étant étonnantes, extraordinaires. Les Européens débarquaient là-bas avec, entre autres, les Africains, des choses comme ça. J'ai toujours cette perception quand je vois des gens aller rendre visite aux Pygmées. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent? Je vois, on veut absolument qu'ils aient à l'hôpital, on veut absolument qu'ils aient à l'école. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir qu'est-ce que ces gens veulent? Est-ce qu'on a mené une petite étude comparative pour essayer de comprendre les territoires indiens qui sont aux États-Unis? Comment est-ce que c'est encadré? Pour qu'on puisse faire des études pour voir qu'est-ce que ces gens veulent et on essaie de leur donner ça et ça permettra peut-être de mieux respecter leur dignité. Je suis vraiment pas. J'essaie toujours d'imaginer. Vous êtes chez vous à Douala ou à Yaoundé et puis des gens voient un groupe de personnes dans la rue, débarquent là, ils marchent, ils vous regardent comme si vous étiez dans des cages. Ils vous regardent, ils vous saluent. Ouais, ça va? Ah, ok. Et puis, enfin, c'est comme si vous étiez dans un zoo.
Et j'ai la même impression, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait au Pygmée. J'essaie d'imaginer que des gens nous rendent visite un peu en ville de cette façon. Et je trouve ça désagréable. Maintenant, bon, si les gens y tiennent. Effectivement, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait le tour chez les Pygmées. Et c'est vrai que, comme Chouchou, la première chose qui te frappe, c'est d'abord le fait que, justement, déjà, leur lieu d'habitation n'est pas du tout respecté. Entre les routes qui se construisent et qui vont en chasse, changent complètement dans leur mode de vie. Ils n'ont plus à manger sur place, ils sont perturbés par la montée qui arrive. Ils ne veulent pas forcément partir à l'école quand effectivement on demande de partir à l'école. Non, ils aiment leur mode de vie, mais on veut les pousser à changer. Moi, il fallait déjà, comme disait Alphée, qu'est-ce que vous voulez d'abord avant de vous imposer forcément quelque chose. Donc, c'est effectivement, je crois que ça rejoint toujours le côté de tourisme éco-responsable. Ce n'est pas forcément l'agriculture qu'il faut aller forcément la perturber. Et s'il faut le faire, il faut le faire de manière intelligente, quoi, savoir qu'est-ce que les locaux veulent et qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, ceci tire à la fin de notre webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à nos intervenants. Je crois que là, on a eu justement 4 super profils qui nous ont montré qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont faites et on pourrait faire encore mieux, c'est sûr. Et globalement, sans une intervention on va dire, plus forte de l'État, que ce soit rien qu'au niveau de l'infrastructure, pour qu'on puisse peut-être le privé puisse s'engager dessus pour valoriser les sites, il faut vraiment orienter notre tourisme sur le marché local en déjà sachant qu'est-ce que les gens veulent, à adapter les offres, à faire vivre la culture et peut-être l'insérer dès le plus bas âge sur l'amour du pays, mais la culture du pays, connaître le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a comme richesse? Comment on peut justement se déplacer au-delà de la nécessité, mais vraiment pour la découverte et le plaisir. Donc, c'est ça vraiment les grandes lignes. Et je pense que si tout le monde, chacun à son niveau, a déjà envie de découvrir, c'est déjà bien. Ce soir, nous étions au pic à 75 à peu près. Je pense que si déjà les 110 personnes qui ont écouté passent le message à 5 autres personnes et compagnie, on pourra déjà avoir un vrai tourisme local qui pourra prendre l'ampleur. Et je crois que la crise actuelle est un bon moyen de se reposer les bonnes questions pour tous les acteurs, comment orienter la communication pour rendre le tourisme local plus effectif. Merci à tous et on se dit à bientôt sur les réseaux. Bonne soirée à tous. Au revoir. Allez, merci. Merci. N'hésitez pas à voyager. Hein. Merci. Merci. Voyager. N'hésitez pas, il faut voyager. Ouais. Arrêtez d'avoir peur. Voyager. Voyager.